peu à peu à avoir des situations stressantes en associant ça avec des sensations ou des retours plaisants. Excellent. Qu'ils fassent un périlleux, c'est bien pour l'estime de soi, c'est bien puis pour le plaisir, OK? Mais le but principal, c'est de les amener à avoir un plaisir d'autocontrôle. Parce que leur douleur, c'est pas de faire de pas être capable de faire un périlleux. Leur douleur, c'est d'avoir mal en société. Excellent. Super. OK. On recommence? Oui. Excellent. Une majorité de jeunes vont avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, ceux qui sont phobiques. Si on a une augmentation de fréquence cardiaque lorsqu'on fait de l'exercice, OK, c'est pas désagréable. Par contre, si dans un état de objectivement calme, on ne bouge pas et nos fréquences cardiaques sont à 130, 140, 150 battements à minute, plutôt qu'à 85, 90 pour des adolescents qui ont une fréquence cardiaque peut-être un petit peu plus élevée. Alors, il y a un mal-être, OK, important. Combien? 108. Les exercices de respiration qu'on donne vont aider à apaiser cet emballement de la fréquence cardiaque. Face à la peur, les hormones de stress, notamment l'adrénaline, sont responsables de diverses réactions corporelles. Accélération du pouls, augmentation de la pression artérielle, sueur, tremblement. Selon certaines études en neurobiologie, les personnes qui souffrent de phobie sociale subissent une réaction corporelle beaucoup plus forte que les personnes non atteintes. Le cortex préfrontal, partie pensante du cerveau, pourrait réduire la production des hormones de stress et ainsi arrêter la réaction de peur. Donc, type de respiration. Certains psychologues pensent que les techniques de restructuration cognitive et de gestion du stress activent le cortex préfrontal, permettant ainsi de réduire la sécrétion d'hormones. Ben, essaye-le, peut-être que tu n'aimeras pas ça. Il souffre beaucoup, parce que les réactions sont très, très violentes, mais c'est surtout la honte que ces jeunes-là ont. Ils ont honte d'avoir peur. Cette honte-là les amène à s'auto-exclure, finalement, puis à avoir beaucoup, beaucoup d'idées noires. Pour la majorité des personnes atteintes de phobie sociale, il s'écoule plusieurs années avant qu'un professionnel de la santé identifie la source de leur souffrance. Au fil des jours, elles essaient courageusement de se prendre en main. Avant, c'est que je pensais tout le temps que j'étais pris d'une crise cardiaque ou d'une tumeur au cerveau. C'est pour ça que à un moment donné, à l'urgence, là, des médecins ou des infirmières commençaient à dire « Bon, monsieur Christian, OK, vous vous sentez mal encore dans votre cœur. » C'était un médecin généraliste. Quand j'ai décrit tous mes symptômes, là, il a dit « Monsieur, j'ai pas besoin de vous faire une panoplie de testo. Ce que vous faites, c'est de l'anxiété. » C'est le mot « enfin » qui est au bout de tout ça. Enfin, je sais sur quoi je dois travailler. Trop souvent, les gens avaient tendance à banaliser leurs problèmes et donc de percevoir qu'ils souffraient d'un problème de timidité plutôt que d'une pathologie qui est traitable. On dira même parfois que ça va prendre 20 ans avant qu'un individu puisse consulter pour son problème et à ce moment-là, il va consulter bien souvent parce que les conséquences sont graves à la fois au niveau psychosocial ou pour sa santé. Plus de 50% des gens qui ont une phobie sociale vont souffrir à un moment donné ou l'autre de leur vie de dépression.
Bien sûr, on peut penser aussi aux troubles paniques. On peut penser aux troubles d'anxiété généralisée qui peut accompagner la phobie sociale. Et on peut penser à l'alcoolisme, les drogues, la toxicomanie. Mais ça a été l'alcool, ça a été pour combler le manque de fréquentation de plaisir avec les filles. Bien, c'était les danseuses, c'était les films, c'était tout ce qui n'a pas à interagir de façon serrée et compliquée avec moi. J'ai commencé une thérapie le 20 février 1995, puis ça a été rough. Au début, c'était du débroussaillage, là, c'est vraiment la jungle, là, c'est un capharnaüm, là, c'est un bordel total, là, j'avais aucune idée, je faisais de l'anxiété à pu finir, le centre de crise me connaissait par cœur, là, j'étais dépassé par mon anxiété. C'était dans ma tête, puis je suis encore beaucoup dans ma tête aujourd'hui, mais disons que les émotions ont des nuits avec. Plus confiance qu'avant, malgré que c'est encore fragile. Ça arrive quelquefois, oui, dans une année, mais plus que quelques fois. Plusieurs fois, là, que je me dis, ah, puis qui mange la marde, je sac mon camp, je suis écœuré, ça va faire. J'ai l'impression que je vais passer ma vie là-dedans, là, je suis tanné. J'ai mon médecin de famille que je continue d'aller voir, on discute ensemble. Puis cette année, j'ai retourné la consulter, étant donné que j'ai fait beaucoup de crises cet été. C'est comme des pensées noires un peu sur moi-même qui pourraient me pousser à des actes que je voudrais pas faire, admettons. Comme en situation de crise, admettons, devant le métro. J'attends toute seule devant le métro, je sens qu'il y a des gens qui me regardent. C'est comme s'il y avait un second état dans ma tête qui me pousserait à faire des choses que j'essaie de combattre. C'était rendu dangereux pour moi, donc j'avais décidé de prendre la médication. Au niveau biologique, on a remarqué que beaucoup d'agents nous permettent de désensibiliser tout le système d'alarme de votre cerveau. Et donc, peut-être de faire en sorte que la manifestation d'anxiété va être moins importante et que les gens vont pouvoir affronter des situations plus facilement. Beaucoup d'antidépresseurs servent à un traitement biologique chez les gens qui souffrent de phobie sociale. Toutefois, dès l'arrêt du médicament, la rechute est imminente. Et la psychothérapie va amener des changements significatifs aussi. Ces changements-là vont survenir de façon moins rapide qu'avec la médication, mais on pense que lorsque la psychothérapie a cessé, les gens vont en tirer un bénéfice qui va être plus durable. Seule la thérapie cognitivo-comportementale actuellement a démontré des preuves significatives d'être efficace pour le traitement de la phobie sociale. Une des choses qu'on essaie de faire, c'est de créer des situations où les gens doivent s'exposer, soit dans les thérapies, ou soit finalement dans la vie de tous les jours pour défaire cette mauvaise impression-là, dans le fond, qu'ils ont d'eux-mêmes, comme quoi qu'ils ne sont pas capables, ou défaire la mauvaise impression sur laquelle tous les gens sont là finalement vraiment ligués pour les discréditer. C'était préférable de rester ici. Dans certains cas, on doit apprendre aux gens les habiletés qu'ils n'ont pas dans le répertoire. Par exemple, comment recevoir ou faire une critique, comment négocier un compromis, comment, dans le fond, s'affirmer adéquatement dans différentes situations sociales. Là, est-ce que vous allez bien l'avoir appris ici? On va vous demander de faire la même affaire dans votre milieu naturel. Et vous allez observer que généralement, ce qui est acquis lors des rencontres, généralement, se maintient, se développe. Et lorsqu'on se voit au bout de 6 mois, vous allez être beaucoup plus habile. Environ 10% des individus souffrent de phobies spécifiques. Parmi ces dernières, la phobie des animaux est la plus répandue. Dans la majorité des cas, les personnes réussissent à vivre avec leur phobie en évitant l'objet de leur peur ou certaines situations. Pour quelques-uns, par contre,
Une phobie spécifique provoque une souffrance physique et psychologique intense et fréquente qui nuit davantage à la qualité de leur vie. Mes phobies sont les ascenseurs, les avions, tous les endroits qui sont clos. Le pire, ça serait de rester là pendant, je pense, pendant des heures. Je pense que je serais écrasé dans un coin, puis je dirais pas un mot. Si je suis obligé de prendre l'ascenseur, j'embarque pareil, là. Je me dis, bon, le sort est jeté. La pression monte, j'ai chaud, je viens la gorge comme sec, la misère à envaler. Je peux me mettre à trembler un peu. Ça me rend fatigué pour la journée, là. Ça me draine toute mon énergie. Des blancs de mémoire, là. Je suis perturbé pour la journée. Puis j'avais les arguments parce que les escaliers, ben, c'est la santé. C'est bon pour le cardio. Là, avec le temps, ben, je deviens de plus en plus rouillé. Monter 40 étages à pied, là, fatigant. T'as beau vouloir le masquer, à un moment donné, mais ton système est plus capable de le prendre. Je vais consulter un thérapeute. Là. Au travail, on a un programme pour ça. On va regarder d'où ça vient, puis on va essayer de régler ça. Mon plus grand défi, c'est de prendre l'avion. Après ça, ben, je pense qu'on va régler bien des affaires. Quand je vais dans ma remise pour aller chercher mon bois, il faut que je regarde au plafond avant, j'ouvre la porte. Je m'assure avant d'entrer dans la pièce parce que je sais qu'il y a des araignées, là. Alors j'entre et il faut vraiment que je regarde au plafond au cas où il y en aurait une qui pend au bout de son fil. Je ne prendrai pas plusieurs morceaux de bois. J'en prends 2, un dans chaque main, et je l'inspecte. C'est vraiment irrationnel. Moi, je me suis jamais arrêtée à pourquoi j'ai peur des araignées. J'ai peur des araignées, on dirait que j'ai toujours eu peur, depuis que je suis très jeune, et je sais pas pourquoi. Tout comme la phobie sociale, la plupart des phobies spécifiques ont leur origine dans l'enfance. Chez le tout petit enfant, on va avoir la peur de l'étranger, par exemple, qui commence vers 8 mois, la peur de la nouveauté. Un peu plus vieux, on va avoir la peur du noir, on a la peur des monstres, des sorcières. Il va y avoir souvent les peurs des animaux. On considère que dans le développement d'avoir des peurs, c'est normal. Je pense qu'à mesure que l'enfant grandit et devient conscient des nouveaux phénomènes, mais au début, il a besoin de les apprivoiser. Donc, comme il ne connaît pas, ça l'insécurise, il en a peur, il voit le danger. Puis peu à peu, dans son développement, à un moment donné, il possède, il comprend mieux, il maîtrise mieux. De façon générale, il devrait dépasser sa peur. De plus en plus, on pense qu'il y a une composante biologique. Il y a des enfants qui ont une prédisposition plus grande que d'autres à développer une phobie. On a aussi le modèle que le parent va donner à son enfant. Si je surprotège mon enfant beaucoup puis que je lui dis « fais attention, ça c'est dangereux, ben on a plus de chances que l'enfant développe de l'anxiété qui pourrait mener à une phobie. Puis on a certainement une expérience traumatisante. Un enfant qui a été mordu par un chien a plus de chances de développer une phobie que si ça y était jamais arrivé. C'est sûr que si chaque fois que je vois un chien en me promenant avec mon enfant, je me redis, je serre la main, bien, sans lui dire le chien est dangereux, je lui passe par mon non-verbal un sentiment d'anxiété un petit peu qui peut faire que l'enfant va être inquiet, va être insécure. Toute information nouvelle est analysée par le cerveau dans le cortex cérébral. Si elle est perçue comme dangereuse, le cortex stimule l'amygdale qui déclenche une réaction type de peur. De plus, l'amygdale joue un rôle fondamental dans le conditionnement. Elle garde la mémoire des dangers,
Ainsi, un stimulus déjà connu peut être traité directement par l'amygdale. Ceci provoque une réponse immédiate de peur, dite instinctive. C'est ce qui se passe pour les personnes phobiques. Dans leur cas, face à l'objet de la peur, l'anxiété suractive l'amygdale. L'imagination aussi peut engendrer une réaction type de peur. Dans ce cas, c'est le cortex frontal qui transmet une information erronée à l'amygdale. Qu'elle soit réelle ou imaginaire, la sensation du danger engendre la même réponse physiologique de peur. Pour venir en aide aux personnes souffrant de phobies spécifiques, les psychothérapies comportementales et cognitives sont particulièrement efficaces. Ce type de psychothérapie consiste à désensibiliser la personne à sa peur en utilisant les techniques d'exposition. À l'aide de la restructuration cognitive, elle vise également à corriger les croyances erronées de l'individu. Je suis une thérapie présentement pour ma phobie des araignées. J'ai accepté de le faire pour les besoins du documentaire. Ma peur, c'est que l'araignée entre dans mon nez, dans ma bouche, dans mes oreilles. Je pense à ça, je me dis non, et qui me touche. Évidemment, le pire, c'est que monte sur mon bras, sur ma main, ou de me réveiller, puis j'en ai un qui est sur mon visage. Ça, c'est la pire chose. Ça vous va? Alors, je vous donne ce livre avec cette image. Prenez le temps de regarder l'image. La durée d'une thérapie, là, quand on est face vraiment à une phobie spécifique, qu'il n'y a pas d'autres éléments qui viennent complexifier la problématique, on peut parler d'une dizaine de rencontres. Peut-être bénéfique, puis peut être un bon devoir. On va enseigner à la personne des façons plus appropriées de réagir. On va lui enseigner à gérer l'anxiété et on va s'assurer, avant de passer à une étape subséquente, que la personne est bien confortable au niveau précédent. Un niveau d'exposition qui est raisonnable, qui va être efficace, devrait entraîner une légère anxiété, mais surtout pas un état de panique. Sur une échelle entre 0 et 10, quel serait votre degré d'anxiété? Je dirais 6 peut-être. Et vous êtes reconnaissant. Un petit peu l'araignée. Le travail du thérapeute, c'est d'amener la personne à considérer la situation de façon plus réaliste. Alors, il y a tout un travail aussi d'enseignement qui se fait là, pour aider la personne à gérer l'anxiété. Ah, il a frotté ses... Ah oui? C'est drôle. Ces petites antennes? Oui, oui, on dirait. Mon Dieu. Je pensais jamais toucher à ça. Un jour... Ouais. C'est comme j'ai eu le contrôle. Les thérapies psychologiques peuvent traiter efficacement les personnes atteintes de phobies spécifiques ou sociales. Elles leur permettent d'apprendre à vivre sans peur. Des groupes d'entraide existent aussi. Ils fournissent un support complémentaire aux thérapies. Selon leurs besoins, les personnes atteintes les fréquentent sur une base régulière durant quelques mois, parfois même pendant des années. Malheureusement, de nombreuses personnes souffrent encore en silence. Le dépistage de la phobie sociale chez les enfants et les adolescents pourrait les soulager de leur mal et éviter que le problème s'aggrave avec le temps. Mon salut à moi, c'est ça, c'est de sortir. Je sens un inconfort, mais j'aime mieux cet inconfort-là que de reculer dans mon cheminement puis de faire de l'évitement. C'est sûr que j'aimerais mieux être dans ma peau, là. J'aimerais beaucoup ça, pouvoir parler plus, puis faire beaucoup plus de choses. Là, maintenant, je vais à Phobie 0, puis je réussis à parler un petit peu, pas comme j'aimerais, mais quand même, je réussis.
Phobie Zéro, c'est un organisme sans but lucratif qui vient en aide aux personnes jeunes et adultes qui souffrent de troubles anxieux. La première partie, d'une durée d'environ de 15 minutes, c'est une invitation à de la désensibilisation. On va inviter des personnes à venir faire un graphique au tableau, prendre des respirations, venir lire des textes en avant. Consigne pour les exercices de respiration. Là, je vais lire les consignes. Nous allons prendre 3 bonnes respirations ensemble. C'est sûr que ça va tout le temps me suivre, mais je penserai plus que les autres me jugent ou rient de moi. Là. Je vais savoir que c'est pas ça. Je vais être mieux, là. Je vais pouvoir faire plus de choses parce que j'aurai plus de pensées négatives. En deuxième partie, c'est un parler pour parler, où on a la chance de s'identifier, de briser le mur du silence, de voir qu'on n'est pas seul à vivre ces problématiques. Et la troisième période, c'est la période des victoires. Avec de l'humour, c'est que autour de moi, ça m'a beaucoup aidé. L'humour, là, ça, là. Je pense que l'humour, ça me sauve beaucoup, l'humour. Par des gens qui font des farces. Je commence à être de plus en plus convaincu que derrière l'anxieux que je suis, se cache un courageux. Merci d'avoir passé la journée avec nous. On s'est passé pour des personnes qui sont froidistantes, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Ouais. Merci. Continue, lâche pas. Ouais. Merci. Moi, pour moi, le jour où je vais recevoir de la visite, en toute simplicité, en tout bonheur, je vais avoir fait un maudit de gros chemin. Le buffer, ton buffer, il est vraiment... Mes meilleurs amis, c'est un petit peu moins pire. Eux autres, je sais pas ce que je ferais. On a du fun ensemble, c'est fou, là, du fun. On déconne, on fait des faces, on imite des gens. On n'arrête pas. C'est un vrai plaisir de les voir à chaque fois. Malgré que, bon, la phobie sociale est toujours là, mais c'est une relaxation parce que les fous rires que je peux avoir avec eux autres me font oublier un peu. Bien, je pense que je serai jamais débarrassée complètement de la phobie sociale. Mais je pense que comme là, comme maintenant, je vais être capable de plus en plus de bien la contrôler. Puis étant donné que j'ai commencé jeune à chercher qu'est-ce que j'ai, c'est quoi mon problème, puis d'essayer de me donner des trucs, puis de rencontrer des gens, puis de communiquer avec les autres pour m'en sortir. T'sais. Je veux dire, j'ai pas commencé ça à l'âge de 30 ans. Là. Fait que ça c'est vraiment un bon facteur pour moi. Extérioriser, c'est la meilleure façon. Puis pour extérioriser, quand tu es renfermé, c'est compliqué. Sauf que si tu peux extérioriser sur un instrument ou sur du papier ou n'importe quoi, un casse-tête, c'est juste passer du temps à faire quelque chose qui va t'empêcher de juste penser à toi, dans le fond. Ben, je compose puis je joue de la guitare depuis que j'ai 14 ans. Ben, c'est plus dur pour moi de jouer devant des personnes qui me regardent. Puis des petits groupes parce que justement, je sens que l'attention est sur moi. Tandis que devant des grands groupes, dans des salles, la lumière est tamisée ou éteinte, puis je vois pas les gens. Puis donc j'ai moins de misère à jouer devant 500 personnes que 2 personnes.
inside of you, inside of you. Inside of you, inside of you, inside of you. Soir 23h. D'une fraude de 80 millions. Des crimes sexuels, des crimes horribles, mais jamais de crimes parfaits. Les vendredis policiers à Canal D, c'est bon en crime. Tous les vendredis soirs, dès 19h à Canal D. Les négociateurs métaux. Diffusé auparavant. La musicographie de Jerry Boulet. DVD en vente maintenant. Le 24 juillet 2002, deux amis s'amènent au club de skeet de Montréal. Ils tirent quelques pigeons d'argile, après quoi l'un d'eux retourne son arme contre lui et se suicide. Cet homme, c'était Jean-Alain Bisaillon, un promoteur immobilier, architecte d'une des plus grosses arnaques de l'histoire du Québec. Une fraude de 80 millions commise aux dépens d'une congrégation religieuse de Québec, les Sœurs du Bon Pasteur, établie dans cette ville il y a 150 ans. C'est l'affaire du marché central, celle d'un groupe de vieilles dames qui se sont fait rouler par Bisaillon et ses complices, plusieurs professionnels, mais qui se sont battus et qui, au bout de plusieurs années, ont fini par avoir gain de cause. Voici l'affaire des Sœurs du Bon Pasteur. Au printemps 1996, quand la Congrégation des Sœurs du Bon Pasteur de Québec dépose une requête devant la Cour supérieure, débute ainsi un formidable feuilleton judiciaire qui va faire couler des flots d'encre, soulever maintes controverses et passionner l'opinion québécoise. Quand les sœurs ont commencé leur requête, c'était très flou. C'était flou parce que elles étaient bien mal prises. Dans un premier temps, elles ont réclamé de récupérer les actions du marché central qui avaient été vendues à Bisaillon à leur insu, disait-elle. C'est une histoire qui a vraiment suscité beaucoup d'intérêt à cause des personnes qui étaient impliquées, soit une communauté religieuse, un montant d'argent assez important, 80 millions, et un centre d'achat à Montréal, un gros centre d'achat. Pour le situer comme il faut, le marché central, il est borné au sud par l'autoroute métropolitaine qui était autrefois la rue Crémazie. Et cet emplacement de terrain-là forme une superficie de au-delà de 4 200 000 pieds carrés. C'est une immense propriété. Alors, le marché central métropolitain Inc. a été fondé en fait en 1948. Et à ce moment-là, les jardiniers maraîchers de la grande région de Montréal venaient vendre leurs produits au marché Bon Secours. Et dans les années 40, surtout après la guerre, la question de stationnement puis d'emplacement devenait un problème. Et c'est sous l'administration de Camille Hood qui est venue l'initiative de relocaliser les jardiniers maraîchers à un autre endroit de la ville. Au fil des ans, ce commerce change. Les grandes chaînes d'alimentation construisent leurs propres entrepôts, achètent directement des producteurs et délaissent le marché.
Si bien que dans les années 1970, cet immense emplacement entame un long déclin qui s'étend sur quelques 20 ans. C'est en 90 que la Ville de Montréal a accepté de dézoner et d'accepter un développement commercial sur une partie qui représente peut-être 20 de tout le site. À partir de ce moment, on crée là un immense centre commercial qui regroupe une douzaine de commerces grande surface, comme les Club Price, Renault Dépôt, Future Shop et Bureau en gros. Le marché était à l'époque coté en bourse et détenu par la Coopérative fédérée du Québec et l'Association des jardiniers maraîchers. À ce moment-là est intervenu un homme d'affaires du nom de Roch Cloutier qui travaillait pour une compagnie qui s'appelle Pomerleau, une entreprise de construction, et qui, lui, a décidé que c'était intéressant de pouvoir développer ces terrains-là en terrains commerciaux. Il a donc demandé changement de zonage, mais avant ça, il a fallu qu'il achète les actions, si vous voulez, de ces terrains-là qui appartenaient aux petits maraîchers. Et c'est pour ça qu'il a dû emprunter de l'argent. Donc, au départ, il a été mis en contact avec Jean-Alain Bizarion par l'intermédiaire d'une personne qui lui a dit « cet homme-là, je le connais, si tu as besoin de financement, va le voir ». Donc, Jean-Alain Bizarion a été mandaté par Roch Cloutier pour trouver le financement qui lui permettrait d'acheter les actions pour devenir propriétaire des terrains du marché central. Jean-Alain Bizarion entreprend des démarches auprès d'un avocat québécois de ses connaissances, Jean-Pierre Quentin, qui, à son tour, approche un certain Denis Schmout, le comptable et conseiller financier des Sœurs du Bon Pasteur. Bizarion s'est adressé à Schmout pour dire « Est-ce que tes sœurs seraient intéressées? » Mais mes sœurs seraient intéressées, c'est pas leur habitude trop, parce que Schmout était non seulement le comptable, mais en même temps le conseiller financier des Sœurs du Bon Pasteur. Et il était à l'emploi des Sœurs du Bon Pasteur depuis 1982. Donc, il connaissait bien la communauté. Il connaissait bien les finances de la communauté aussi. Alors, c'était pas un nouveau venu. Alors, ils se sont consultés entre eux, Bizarion, Quentin et Schmout, pour voir de quelle façon ils pourraient présenter cette chose-là dans la congrégation. Pourquoi les sœurs ont investi là-dedans? Parce que Denis Schmout, leur comptable depuis 13 ans, leur avait suggéré que c'était une bonne affaire. Et il leur avait dit aussi, pour convaincre les sœurs, leur avait dit qu'elles allaient sauver les emplois de petits maraîchers. Mais aussi, ce qui était intéressant pour elles, c'est que c'était un prêt de 4 millions à un intérêt assez intéressant. 15 % à l'époque, c'était beaucoup. Alors donc, c'est un concours de circonstances qui ont fait que les sœurs ont accepté de faire un premier prêt de 4,2 millions. Le premier prêt a été consenti par les sœurs pour une période de 6 mois. Au bout de 3 mois, Jean-Pierre Quentin est revenu en disant aux sœurs, voici, on vous rembourse avec les intérêts. C'était très intéressant, je pense que c'était 15 ou 20 % d'intérêt. C'était un prêt à court terme. Et voilà, vous êtes remboursé 3 mois avant l'échéance, vous avez tous vos intérêts. Et finalement, tout ça donc pour leur permettre d'aller chercher un autre prêt éventuel de 21 millions de dollars cette fois-là. Les sœurs sont enthousiasmées par ce rendement et se laissent convaincre d'allonger ces 21 millions en décembre 1992. Le remboursement de ce prêt doit se faire 6 mois plus tard, au printemps de 1993. Par prudence, elles obtiennent en garantie de leur prêt les actions ordinaires du marché. Le premier prêt avait été payé, mais le deuxième, lui, l'échéance était le mois de juin 1993. Et là, ils sont venus dire aux sœurs en 1993 qu'ils ne pouvaient pas payer parce qu'ils n'avaient pas encore eu de la ville le changement de zonage. Et là, ils ont reporté ça au mois d'octobre. Puis après ça, ils ont reporté ça. Là, il y a eu 3 reports d'échéance pendant cette période-là. Le 21 millions n'est donc jamais remboursé. Et là, on convainc les sœurs qu'il faut encore une fois mettre plus d'argent parce que, qu'est-ce que vous voulez, ça marche pas comme on veut. Il faut développer. La seule façon pour elles de revoir éventuellement la couleur de leur argent, c'est de développer le marché central. Pas elles, mais de laisser le promoteur le faire. Entre-temps, M. Bizarion est devenu, comme par magie, propriétaire du marché central. Le promoteur d'origine a été éjecté par toutes sortes de manœuvres. Évidemment, pas très, très correct, on s'en doute. Et donc, les sœurs sont appelées à cautionner
des emprunts du marché central cette fois-ci, mais avec des fonds qu'elle possède par ailleurs dans des comptes d'épargne pour le roulement de la communauté. Donc, elles vont garantir de cette façon-là 2 prêts. Un prêt de 25 millions de la Banque Royale et un autre prêt de 30 millions de la Banque commerciale italienne. À ce stade, les religieuses ont donc consenti un prêt non remboursé de 21 millions et elles ont garanti d'autres emprunts pour 60 millions. Malgré l'injection de tout cet argent, les travaux n'avancent guère au marché central. Elles commencent à flairer le danger. Le 8 mai 96 au matin, là, on demande une réunion. Et là, on vient leur demander un autre 30 millions. Alors là c'est la pagaille dans la salle où sont les 5 religieuses avec Quentin et Schmutt à ce moment-là. Elles ont commencé à avoir de sérieux doutes et la sœur économe, sœur Yvette Dicker, s'en est ouverte à son frère, qui est un homme qui connaît très bien l'immobilier. J'ai dit, je ne veux pas connaître votre implication, mais je veux savoir, qu'est-ce qu'on vous dit du marché central? Qu'est-ce qu'on vous représente? Et là, je leur demande froidement, est-ce que vous avez plus que 50 millions dans ce projet-là? Et là, j'y vois ma soeur puis sa supérieure comme écrasée dans leur chaise, là. Puis ils disent, oui, on a plus que 50 millions. Et moi, spontanément, je leur ai dit, c'est bien de valeur, mais vous êtes fait avoir. Votre maison est en feu. Ça n'a pas de bon sens. Si vous avez plus que 50 millions dans ce projet-là, vous vous êtes fait avoir. Alors là, on a discuté d'un plan d'action. Qu'est-ce qu'on va faire? Les sœurs ne sont pas des gens qui partent à faire des enquêtes. Et puis, alors, ils ont dit, est-ce que vous pouvez nous aider? Le premier geste sera, bien sûr, de confronter Quentin et Schmutt lors d'une réunion du Conseil. Et donc, la réunion va se terminer en queue de poisson. Ils vont se contredire. Quentin prétextera qu'il se sent mal et prendra la poudre d'escampette. À partir de ce moment-là, bien sûr, c'est la guerre entre les sœurs et le clan Bisaillon, Quentin Schmutt. Les religieuses enquêtent et finissent par congédier Quentin et Schmutt en juin 1996. Elles ont découvert, entre autres faits, que le promoteur Bisaillon a reçu de plantureuses commissions chaque fois qu'il a trouvé du financement ou qu'il a fait avancer le dézonage du site. Cette fois-là, les sœurs sont bien décidées à se battre et à retrouver leur argent. Elles n'ont pas le choix, elles ont besoin de cet argent-là, sinon la communauté s'effondre. Elles ont une masse salariale de 7 millions par année. C'est quand même une entreprise, une communauté. Elles gèrent des écoles, des hôpitaux, des centres pour personnes âgées. Donc, elles ont besoin de cet argent-là. Elles ont des missions dans le monde. Il faut que ça roule. C'est pas un caprice. Elles ont besoin de l'argent. Donc, elles vont mettre ce qu'il faut de moyens et d'énergie pour se battre. La Congrégation des Sœurs du Bon Pasteur de Québec a été fondée en 1850. Depuis, plus de 2200 jeunes femmes en ont joint les rangs. Aujourd'hui, elles sont au nombre de 700. Il y a plusieurs types de communautés et il faut faire des distinctions et des distinctions financières selon les communautés. Par exemple, les communautés qui sont arrivées ici ou qui ont été fondées ici en Nouvelle-France, à cause du système d'organisation sociale de l'époque, ont été propriétaires de seigneuries. Elles ont eu des biens fonciers extrêmement importants. Et ces biens fonciers, bien sûr, ont pris beaucoup de valeur avec le temps, d'autant plus qu'ils étaient situés dans les centres-villes. Ils étaient vraiment situés au cœur du Vieux-Québec, au cœur du Vieux-Montréal. Alors, ces communautés-là, c'est certain, sont des communautés très riches. La communauté des Sœurs du Bon Pasteur n'a pas profité de ces concessions du début de la colonie, mais des terres lui ont été concédées pour la construction d'orphelinats, d'hospices ou de refuges. Ces terrains, souvent situés en milieu urbain, ont pris de la valeur avec les années. Vous comprenez qu'avec l'âge des religieuses, elles ont besoin de personnel laïque. La communauté a à son emploi 350 employés. Elle a une masse salariale qui dépasse les 8 millions par année. La communauté n'a pas d'aide, ne reçoit pas d'aide gouvernementale dans le sens que les religieuses n'ont pas accès aux maisons d'hébergement. Elles ont leur propre infirmerie, elles payent leurs médicaments, elles payent leurs médecins, elles payent leurs soins d'infirmiers.
et elle se débrouille elle-même. Alors, les dépenses sont comblées en partie par le rendement qu'elles ont sur ce qu'elles ont ramassé à force de leur travail au cours des années. Depuis 150 ans, les Sœurs du Bon Pasteur s'étaient consacrées à la charité et à l'éducation. Elles avaient bonne réputation. Quand l'affaire du marché central va éclater et qu'on verra qu'il y a eu une vaste fraude, le clan Bisaillon décidera de contre-attaquer, entre autres au plan médiatique. Bisaillon et ses complices vont jusqu'à embaucher une firme de relations publiques pour salir la réputation des Sœurs et donner une autre allure à cette affaire de fraude. On fait courir le bruit qu'elles ont une fortune avoisinant le $1 milliard, ce qui est faux. Et on se met à poser des questions. Pourquoi cet anonymat exigé par les Sœurs dans leurs transactions? Pourquoi leur argent doit-il transiter par le compte de l'avocat Quentin? Y a-t-il des problèmes de fisc? Ont-elles des choses à cacher? Ces escrocs qui avaient violé toutes les lois pour échafauder cette fraude monumentale ont même fait ressortir que les Sœurs avaient peut-être contrevenu au droit canon en prêtant des montants aussi importants sans l'accord du Vatican. Elles avaient le droit de prêter de l'argent. Elles ont toujours eu le droit. Évidemment, le droit canonique les empêche de faire des investissements, mais les empêche pas de faire fructifier leur avoir. Il est normal qu'elles le fassent de toute façon, parce que cet argent-là leur sert de capital pour fournir des revenus nécessaires pour payer les 7 millions en salaire et autres obligations financières qu'elles ont à assumer chaque année. Elles donnent à toutes sortes d'organismes, pas nécessairement de bienfaisance, mais elles donnent beaucoup d'argent. Elles en donnaient à l'époque beaucoup, elles en donnent probablement moins aujourd'hui à cause de toute cette histoire-là. Il faut bien penser que cette somme d'argent appartient à un groupe, et à un groupe de plusieurs centaines de personnes. Et si on prend le montant et puis qu'on le divise par le nombre de religieuses qui font partie de la communauté, on s'aperçoit que ça fait un montant par personne pas si grand que ça, et que beaucoup de gens se considéraient bien démunis s'ils n'avaient que ce montant-là pour faire face à leurs vieux jours. On a parlé souvent de la vénalité des Sœurs, qu'elles étaient, on a essayé de les présenter comme des femmes assoiffées d'argent et attirées par le gain, et que c'était pour cette raison-là qu'elles s'étaient fait prendre là-dedans. C'est à mon avis faux, et ça tient de la désinformation totale, et c'est, je crois, une tactique qui a été utilisée par un Bisaillon qui a essayé à cet égard-là, d'ailleurs, par le biais de ses avocats et de Quentin, qui l'a d'ailleurs avoué, de manipuler les médias comme il avait manipulé les Sœurs et comme il avait manipulé toutes sortes de gens, toute sa vie. C'est une urgence. Contactez immédiatement les agents John et Punch. Quand les cas se compliquent, quand la terreur commence en juin 1996 à Québec par une poursuite des Sœurs qui veulent récupérer la propriété du marché central passée aux mains de Bisaillon par le jeu d'une option d'achat. L'avocat Quentin s'estime diffamé par les Sœurs et leur nouveau conseiller financier, Gilles Massé. Il les poursuit pour 21 millions. Il poursuit aussi la GRC pour avoir perquisitionné ses comptes de banque sans autorisation. Quant au comptable Schmout, il réclame $1 million des Sœurs pour congédiement injustifié. Après 2 mois de tiraillement au Palais de justice de Québec, il est convenu que l'affaire sera débattue devant un tribunal montréalais à l'automne 1996. Très vite, l'équipe mandatée par les Sœurs, donc Gilles Massé, M. Raymond Ducaire et Pierre Latraverse, l'avocat, vont se rendre compte, en allant chercher des expertises un peu partout, que le marché central est à tout fin pratique en faillite. Donc, ils vont procéder devant la Cour supérieure par requête en faillite. Ils vont demander de mettre le marché central en faillite. Ce qui sera accordé au bout de, si je ne me trompe pas, là, au bout d'à peu près 2 ans de délibération et de procédure en cours par le juge Jacques Guibault. Et donc, il va accorder la faillite du marché central. Le juge Guibault a donc rendu un jugement en forme de coup de poing en décrétant que les Sœurs du Bon Pasteur ont été victimes des manœuvres de leurs conseillers.
Bisaillon prétendaient, entre autres choses, que la situation déplorable dans laquelle se trouvait le marché central résultait du refus des sœurs d'injecter de l'argent dans le projet avant sa terminaison, le mettant ainsi à mort. J'ai tenté, malheureusement sans succès, de convaincre le juge que ce projet-là avait une valeur immense, qu'on évaluait au moment du procès à bas 100 millions. C'est sûr qu'au moment du procès, c'est difficile d'avoir des évaluations. Les entrées de fonds, on ne les connaît pas. On fait un peu de la projection. Mais le projet, quant à moi, il était réel. Il était existant. Alors, c'était un peu ça, le marché central. Il y avait de l'argent investi, il y avait de l'argent encore à investir, et seulement les premières entrées de fonds commençaient à entrer. Demandez aujourd'hui à ceux qui l'opèrent combien d'entrées de fonds ils ont. Demandez-leur aujourd'hui combien ils espèrent d'entrées de fonds ils vont avoir à court terme, et vous connaîtrez la véritable valeur du marché central. Et là, vous saurez si oui ou non les sœurs ont perdu de l'argent, s'ils rentrent dans leur argent, ou voire même s'ils vont en faire de l'argent. Le juge attribue plutôt la faute de cette faillite aux Quentin, Schmutt et Bisaillon, qui auraient préféré leurs intérêts personnels à ceux des bailleurs de fonds, comme les Sœurs du Bon Pasteur. Le juge Guilbeault a des mots très, très durs à l'endroit des trois protagonistes, c'est-à-dire Bisaillon, Quentin, Schmutt. Alors, il parle d'incompétence, de fausse représentation, parle de l'attitude grossière de Schmutt, quand il a témoigné devant lui, de transactions suspectes, de conflits d'intérêts évidents de la part de Quentin. Alors, finalement, là, les trois n'avaient aucune chance de s'en sortir. C'était évident que le juge Guilbeault ne les avait pas crus. Et à partir de là, les trois vont avoir des procès. Aux yeux du juge Guilbeault, il ne fait aucun doute que le marché central est insolvable. La seule façon de sauver quelques dollars étant d'impliquer immédiatement un syndic et de distribuer les quelques valeurs qui restent. Il ajoute que si les gens du marché central ont voulu éviter la mise en faillite, c'est pour ne pas qu'un syndic se mette le nez dans les transactions douteuses de la société. Avec le jugement Guilbeault, le vent tourne en faveur des sœurs. Il s'agit de jugement de faillite, donc d'une affaire civile. Il n'y a personne d'accusé encore. Mais le récit que fait le juge de ces commissions plantureuses payées à des professionnels, de ces terrains qui changent de main, de ces millions qui disparaissent, ne nous laisse plus douter de la nature de l'affaire. C'est bel et bien une arnaque. La stratégie de Bisaillon là-dedans, ça a été de gagner le plus de temps possible, en espérant que les sœurs laisseraient tomber éventuellement. Donc, on a mis sur leur chemin et sur le chemin de leurs avocats toutes sortes d'obstacles. C'est une tactique qui est souvent utilisée par la défense. On gagne du temps, en espérant que les choses vont changer pour le mieux en leur faveur. Dans ce cas-ci, ça n'a pas marché, parce que les sœurs étaient vraiment déterminées à aller jusqu'au bout. Des gens ont prétendu qu'ils voulaient gagner du temps avec les procédures judiciaires. Ils n'opéraient plus le marché. Le mieux qu'ils pouvaient obtenir en gagnant sur des questions de droit était de reprendre les opérations du marché ou d'obtenir qu'une ordonnance de cour fixe un autre cadre qui lui permettrait de conserver la propriété du marché central pour ultimement l'opérer. Quand on emploie ce genre d'argument-là, que quelqu'un essaie de gagner du temps, c'est en faisant des défenses futiles pour ne pas payer ce que ultimement on a à payer. Mais lui, on lui a enlevé ce qu'il était en train de développer. Quand Quentin a appris qu'il y avait une poursuite dans le cas du marché central, lui-même en a tenté une en diffamation. Il a déposé une poursuite de 21 millions, qui par la suite a été évidemment... enfin, il s'est rétracté, il a retiré sa poursuite, là, mais il reste quand même que ça a pesé longtemps sur les épaules des sœurs, cette poursuite-là. Il a d'abord poursuivi la GRC, ensuite il a poursuivi les sœurs, ensuite il m'a moi-même menacé de me poursuivre, j'ai reçu des mises en demeure, mais ça traduisait essentiellement sa grande nervosité. Dans sa poursuite contre la GRC, Maître Quentin soutenait que les policiers fédéraux avaient procédé à des perquisitions illégales à son sujet dans des banques et ainsi terni sa réputation. D'autre part, la GRC avait déposé en cours une contestation dans laquelle elle relatait quelques éléments de son enquête sur Quentin. On y apprend alors que ce ne sont pas les sœurs qui ont mené la GRC dans le sillage de l'avocat, mais la routine des enquêtes sur les dépôts d'argent comptant dans les banques. Vous savez, quand une banque reçoit des dépôts en cash
en argent comptant de plus de 10 000 $, elle est tenue de les dévoiler aux autorités bancaires. Or, à quelques semaines d'intervalle, Quentin a déposé, toujours pendant qu'il travaillait pour le marché central, a déposé des centaines de milliers de dollars en comptant à cette banque-là, à une succursale de la Banque nationale. Et donc, ça a éveillé les soupçons. Les adversaires des Sœurs du Bon Pasteur ne lâchent pas prise. Ils déposent un avis d'appel alléguant que le juge Guibault s'est laissé impressionner par les sommes en jeu et les apparences d'une énorme fraude. En attendant que la cour d'appel tranche, les choses se compliquent pour Quentin, qui ne pratique plus depuis quelques mois. Il renonce officiellement à sa profession d'avocat, se disant dans l'impossibilité de l'exercer vu le jugement brutal rendu 2 semaines plus tôt. Puis, 2 semaines plus tard, la GRC bloque des comptes en Suisse appartenant tant à Quentin qu'à Jean-Alain Bisaillon, qui, par un jeu d'options d'achat pas très clair, est toujours le propriétaire du marché central. Quand les sœurs ont prêté le premier 21 millions de $, elles l'ont fait à condition que les actions du marché central leur soient données en garantie, c'est-à-dire mis en fiducie chez M. Quentin, au cas où ça tournerait mal, justement, pour qu'elle puisse, si elle n'était pas payée, prendre possession du marché central. Or, par magie, au cours du procès, on apprend que c'est Jean-Alain Bisaillon qui est maintenant le propriétaire, le président et le seul actionnaire du marché central. On se demande comment. Et alors, durant le procès, les avocats de Bisaillon, du marché central, exhibent un document qui est une cession des actions du marché central en faveur de Jean-Alain Bisaillon, signé par la sœur supérieure du Conseil général de Bon Pasteur, disant essentiellement que contre 150 000 $, elle remette à M. Jean-Alain Bisaillon toutes les actions du marché central. Or, évidemment, la sœur ne se souvient pas d'avoir signé ça. À sa face même, c'est une absurdité. Ça ne tient pas debout. Elles ont investi pas investi, elles ont prêté. Il y a des dizaines de millions de dollars en jeu et soudain, elles donneraient pour 150 000 $ à Bisaillon, la propriété du marché central. Ça n'a aucun sens. Donc, c'est un faux. Quant au comptable Schmutt, il voit les sœurs l'accuser devant l'ordre des comptables agréés. 1 an plus tard, le comité de discipline de l'ordre rend un jugement dévastateur et sans équivoque. Il pointe Schmutt comme un acteur important de cette gigantesque fraude et qualifie de loufoque sa défense. Le comité de discipline imposera la pire sentence à l'ex-comptable des sœurs, la révocation permanente de son permis. Au début de décembre 1998, la Cour d'appel confirme le jugement de faillite rendu par le juge Guibault en rejetant l'appel logé par les adversaires des sœurs qui s'entêtent dans leur contestation et s'adressent à la Cour suprême. Le plus haut tribunal du pays refuse d'entendre leur appel. Les Bisaillon et consorts sont dorénavant sans recours. Finalement, on liquidera le marché central et les sœurs, par le biais d'une fiducie, rachèteront les actifs restants, injecteront encore quelques dizaines de millions de dollars pour payer les autres créanciers ordinaires et deviendront propriétaires par le biais de cette fiducie marché central, en leur nom, des actifs du marché central. Quand on va en appel une décision aussi évidente que le jugement Guibault, on va en appel, en cour d'appel, puis après ça en cour suprême, ça c'est réellement de l'abus. Et quand on va, par exemple, 2 fois en cour d'appel, puis 1 fois en cour suprême, pour essayer de faire récuser le juge Guibault après la faillite, là, sur des questions accessoires, qui sont des questions qui découlent, si vous voulez, de ce dossier-là, ça, je dirais que c'est de l'abus. Ça, c'est de l'abus judiciaire. Maintenant, qu'est-ce qu'on gagne en dernier? Qu'est-ce que ces gens-là ont gagné? Rien. Ils n'ont rien gagné. Ils ont gagné du temps. Erin Brockovich, Hurricane. Ce n'est que le début de l'histoire. Leur apparence délicate et trompeuse. Chaque année, les monarques entreprennent une étonnante migration de milliers de kilomètres vers le Mexique. Pour suivre ce long voyage, les monarques se nourrissent du nectar de fleurs sauvages. Malheureusement, certains n'y voient que des mauvaises herbes et les détruisent avec des herbicides. Comment pouvez-vous aider? Rien de plus simple. Rendez votre jardin attrayant pour les papillons. Plantez des asclépias tubéreuses, des astères et d'autres plantes qui les attirent. Et dans peu de temps, les papillons viendront décorer votre jardin. Mais c'est juste le début. Visitez le site ffdp.ca. Vous en apprendrez davantage sur le monarque
et trouverez des idées qui vous aideront à protéger la flore et la faune du Canada. Une visite s'impose. ffdp.ca. Déballer un Reason. Pile, entreprises par les associés de Bisaillon apparaissent pour ce qu'elles sont, des manœuvres de diversion, sinon de harcèlement. Ce n'est donc qu'une question de temps avant que la justice criminelle s'en mêle. Ça devient clair. Reste la grande question. Où sont allés tous les millions? On est allé en Suisse, on travaillait avec les gens en Suisse, on a suivi la filière de l'argent, on a pris du côté des sœurs aussi des procédures juridiques pour aller saisir en Suisse des comptes de banque, faire geler et ouvrir des comptes de banque en Suisse, ce qui n'est pas évident. Vous connaissez le secret bancaire suisse. On a quand même réussi à avoir des mandats internationaux et à suivre l'argent à la trace. Et on a aussi réussi à mettre la main sur un personnage assez trouble qui s'appelle M. Sidney Lalouse et qui a servi de prête-nom dans cette histoire-là. Donc, on a réussi à le convaincre de parler. Il n'y a pas que les cours de justice qui volent au secours des sœurs. À la mi-juin 1999, un projet de loi privé, parrainé par le député montréalais André Boulris, est adopté à l'Assemblée nationale. L'essentiel de ce qu'il contenait était de leur donner les pouvoirs et le cadre légal de récupérer ce dont ils avaient été dépossédés. Je pense que comme tout le monde, j'avais lu les journaux, mais de façon distraite, et etc. C'est un vol, c'est une profonde injustice posée par des gens sans scrupules, exploitant à la fois la naïveté, la bonne foi de personnes tout à fait exceptionnelles. Et je dis oui, sans aucune hésitation, je vais déposer ce projet de loi et le piloter en commission parlementaire. Mais je ne croyais jamais qu'un tel projet de loi susciterait autant d'intérêt. Les sœurs avaient informé sérieusement les partis politiques de leurs différends. Plusieurs députés ont suivi l'adoption de cette loi avec intérêt. Les adversaires des sœurs ne sont pas au bout de leur peine. Le ciel leur tombe sur la tête à la mi-novembre 1999. Jean-Pierre Quentin, qui s'était établi au Costa Rica depuis 2 ans, ressurgit soudainement. J'ai réussi à obtenir l'endroit où il se cachait et j'ai fait envoyer ma collègue correspondante à Mexico chez lui avec une caméra pour l'interviewer et il était clair que M. Quentin, même si à cette époque-là, continuait de maintenir la version officielle qu'il avait mis de l'avant développée avec Bisaillon et Schmutt, sentait la soupe très chaude et n'était pas très bien dans sa peau. Et ça a précédé son arrestation d'1 an environ, si je ne me trompe pas, de 2 ans. Il a été finalement arrêté alors qu'il est revenu au pays. On l'a arrêté alors qu'il était en transit à Miami et on l'a ramené ici. Le lendemain matin, suivant l'arrestation de Quentin, à la sortie de sa résidence montréalaise, le même sort est réservé au promoteur immobilier Jean-Alain Bisaillon. 4 heures plus tard, c'est au tour du comptable Denis Schmutt d'y passer. Quentin et Bisaillon sont accusés d'avoir fraudé et volé les religieuses et d'avoir corrompu leur conseiller financier, l'ex-comptable Schmutt. Si ces 2 associés obtiennent une libération sous caution en attendant leur procès, il en est tout autrement pour Quentin, à qui un juge refuse tout cautionnement, disant craindre qu'il fasse faux bond à la justice en rentrant chez lui au Costa Rica, avec qui le Canada n'a pas signé de traité d'extradition. La partie est bel et bien perdue pour l'ancien avocat de Québec. Il tient bon quelque temps encore, puis il se met à table et signe à la mi-août une longue confession qui va faire l'effet d'une bombe. Si l'on en croit Quentin, le projet de financement ayant amené les sœurs à investir dans le marché central reposait sur du vide et elles ont été ni plus ni moins victimes d'une combine bien organisée. Avant de faire leur représentation aux bonnes sœurs, les Quentin, Bisaillon et Schmutt se seraient rencontrés pour préparer le dossier en tenant compte des exigences particulières des religieuses en matière d'investissement. Le trio devait leur faire valoir que le prêt servirait à aider les petits maraîchers du Québec et il misait aussi sur le fait qu'un associé de la première heure, Roch Cloutier, était beauceron, tout comme la supérieure de la congrégation. Quentin explique ensuite que chacun des membres du trio avait un rôle à jouer lors de la présentation du projet. Le sien était de décrire les garanties dont pourraient bénéficier les sœurs. Le promoteur Bisaillon se chargerait de présenter le projet sur le site, tandis que le comptable Schmutt devait poser quelques questions et, par la suite, conseiller les sœurs après la réunion. Et c'est sûr que c'était
à mon avis, préparé de longue haleine, dans le sens que Quentin, Jean-Pierre Quentin, l'avocat, connaissait Bisaillon depuis de nombreuses années. Donc, Bisaillon, probablement, avait parlé de faire un coup d'argent rapide avec Quentin. Quentin avait commencé par convaincre Schmutt, parce qu'il se voyait dans des réunions de communautés religieuses. Alors donc, il a gagné la confiance de Schmutt, et Schmutt avait déjà la confiance des sœurs. Alors, ça a été un jeu d'enfant, finalement, que de faire entrer les sœurs dans ce jeu-là. On a vu qu'après avoir consenti un prêt de quelques 4 millions, les Sœurs du Bon Pasteur ont été convaincues d'investir 21 millions de plus. Quentin raconte qu'il a fêté ce coup d'éclat en compagnie de Bisaillon et d'autres personnes à sa résidence du Lac-Beauport, en banlieue de Québec. L'une d'elles claironnait durant leur libation. On va tous se mettre riches avec ça. De l'argent là-dedans, il y en a tant qu'on veut pour tout le monde. Si l'on en croit Quentin, le tireur de ficelle de toute l'affaire serait le promoteur Bisaillon qui, dit-il, l'obnubilait car il avait tous les contacts. Il soutient que c'est pour cette raison qu'il a remis des millions de dollars à Bisaillon au fil des ans. Jean-Alain Bisaillon est un grand manipulateur. C'est un homme qui avait un talent particulier pour discerner chez ses interlocuteurs les points faibles. Pour certains, c'était les femmes, pour certains, c'était la drogue, pour certains, c'était les voyages ou l'argent. C'est par exemple comme ça que Quentin a été amené à collaborer, entre guillemets, avec lui. Le pouvoir, l'argent, côtoyer les gens riches et célèbres. C'est comme ça qu'il l'a amené à collaborer avec lui. Un jour, il lui a dit, écoute, viens donc, t'as rien à faire en fin de semaine, viens donc, si t'as rien à faire, je t'envoie ma limousine le vendredi soir, puis c'est une surprise. Alors, la limousine est arrivée, a pris Quentin, l'a amené à l'aéroport, jet privé, Paris, le Crillon, les plus grands restaurants, visite chez M. l'ambassadeur Bouchard à l'époque, Benoît Bouchard, qui était ambassadeur à Paris. Et donc, il l'a flatté là où il était fragile. Et c'est comme ça que Quentin, de fil en aiguille, en est arrivé à collaborer avec lui. Le mode de vie de M. Bisaillon était un mode de vie flamboyant. Mais est-ce qu'il est vraiment différent des autres hommes d'affaires millionnaires? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Faire des vacances de chasse luxueuses? C'était un chasseur qui adorait la chasse et beaucoup d'hommes d'affaires aiment la chasse. Qu'on loue des jets privés pour aller en chasse, qu'on loue des hélicoptères, qu'on loge dans des chalets de luxe, ça se fait fréquemment. On lui reproche de se promener en jet privé. De nombreux hommes d'affaires, d'entreprises prospères, possèdent des jets privés. On lui reproche de manger dans les plus luxueux restaurants de Montréal, mais les hommes d'affaires de Montréal, le moindrement prospères, dînent dans les restaurants les plus luxueux. Parce que les affaires se passent comme ça. Il faut séduire. Il faut montrer qu'on est important. Il faut montrer qu'on connaît du monde. Et la façon de connaître du monde, la façon de montrer qu'on est important dans le monde matérialiste qu'on est, ça se traduit en dollars qu'on exhibe. M. Bisaillon connaissait beaucoup de monde, c'est avec des relations, c'est en plaisant aux gens, c'est en les invitant, c'est en allant au golf avec les gens. Ce sont des moyens qui ne sont pas inhabituels de d'autres gens d'affaires. À mon avis, Jean-Alain Bisaillon présentait toutes les caractéristiques de l'obsessif-compulsif. C'est un homme qui était obsédé par deux choses essentiellement. On pourrait dire par trois. Par le pouvoir, bien sûr, par les femmes et par l'argent. Et c'est un homme qui était insatiable pour ces trois choses-là. C'est une urgence. Contactez immédiatement les agents John et Bob. Quant au sens moral, sinon carrément à la complicité de nombreux acteurs dans cette affaire. Il a fallu l'aide de nombreux professionnels pour fabriquer cette fraude. Il a fallu que des juristes rédigent des documents pour aider à dissimuler l'argent, pour l'envoyer en Suisse. Il a fallu que des comptables gèrent les affaires de Bisaillon. Il a fallu également que des banquiers ferment les yeux devant des transactions suspectes. D'après Quentin, des pots de vin ont également été distribués à gauche à droite. Changement de zonage, faciliter une transaction. Et pourtant, aucune de ces personnes n'a été accusée. 3 semaines après avoir vidé son sac,
C'est sous forte escorte policière que Quentin s'amène au palais de justice de Québec pour reconnaître sa culpabilité. Son avocat, Paul Larochelle, déclare au juge Michel Auger que son client a fait un choix, celui de la vérité et de la réparation. Un choix qui comporte des risques pour sa propre vie. 3 semaines plus tard, Quentin est de retour au palais de justice pour cette fois y recevoir sa sentence. Il a reconnu sa culpabilité à 7 chefs d'accusation de fraude, de versement de commissions secrètes et de parjure. En conséquence, il est condamné séance tenante à purger 65 mois de prison et à restituer les 5 millions qu'il aurait admis avoir tirés de sa participation à l'affaire. Le tour de l'ex-comptable Denis Schmout à passer dans le collimateur vient au printemps 2002 au palais de justice de Québec. Il est accusé de vol, fraude et d'encaissement de commissions secrètes. Il fait des pieds et des mains pour se tirer d'embarras, mais au terme d'un long procès, tombe un verdict de culpabilité. Le promoteur Jean-Alain Bisaillon, le cerveau de l'opération, qui lui aurait rapporté 15 millions, est quant à lui accusé de fraude, de vol et de corruption. Il subit son enquête préliminaire en octobre 2001. Les fraudeurs, c'est pas nécessairement des gens qui se promènent avec des mitraillettes, même s'ils ont des accointances qui sont pas toujours intéressantes, parce qu'ils blanchissent de l'argent ou ils frayent avec des gens qui blanchissent leur argent et qui blanchissent aussi pour d'autres personnes. Les aveux de Quentin, les confessions de Quentin à cet égard-là sont assez intéressantes. Vous avez pot de vin, corruption, blanchiment d'argent, etc., etc. Moi, j'ai découvert à un moment donné que Bisaillon s'était servi de ce que j'ai appelé la machine à laver du cartel de Cali pour blanchir une partie de l'argent du marché central. On savait que Bisaillon avait des amis de Colombie, on savait qu'il s'y rendait souvent, mais on ne savait pas qu'il avait des liens avec des mafieux en Colombie. Le procès de Bisaillon promet d'être le plat de résistance de toute l'affaire, mais il se fait attendre. Les procédures s'étirent de report en report. Finalement, il est prévu qu'il comparaîtra à nouveau en septembre 2002. C'est un homme, je vous l'ai dit un peu plus tôt, qui était, à mon avis, maladivement compulsif dans ses rapports avec l'argent et ça l'amenait à se mettre dans des situations telles qu'il se piégeait lui-même. Et n'ayant plus les moyens d'arnaquer les gens à la suite de l'affaire du marché central qui est trop connue, il a dû emprunter de l'argent à des gens qui dont il savait très bien qu'il aurait dû ou devrait leur remettre cet argent-là. Bref, il était rendu pas mal au bout de son rouleau. Et bon, c'est comme ça que j'explique sa fin. Le 24 juillet 2002, Bisaillon et un ami s'amènent à leur club de tir au pigeon. Ils abattent quelques cibles à tour de rôle quand, soudain, le promoteur déchu se tire une balle à la tête. Il n'y a pas de doute que la fin de M. Bisaillon et la façon dont il a mis fin à ses jours par suicide m'a surpris. Je lui parlais régulièrement. Ça faisait à peine quelques semaines que je ne l'avais pas vu. On prévoyait dîner ensemble dès mon retour de vacances. C'est pendant mes vacances, alors que je suis à la maison de campagne, que je reçois l'appel de ma secrétaire et j'étais bouche bée. Il faut comprendre que pour M. Bisaillon, un homme flamboyant, comme on l'a décrit tantôt, qui vient de passer de nombreuses années en procédure judiciaire et qui a impliqué qu'il devait rester beaucoup plus low profile, pour prendre une expression anglaise, recommencer tout le processus qui allait être long, parce qu'il fallait recommencer l'enquête préliminaire, l'approche de ses 60 ans, vivre encore comme un reclus pendant de nombreuses années, ne plus aimer la vie comme il aimait la vie. Il disait tout le temps, j'aime la vie, Jean, tu peux pas savoir comme c'est beau la vie, j'en ai profité, et quand je vais mourir, je ne regretterai rien. Alors, quand je me rappelle de ces paroles-là, et quand je mets ces éléments-là en perspective, je suis moins surpris. Mais sur le coup, je m'y attendais pas du tout. Le dernier chapitre de l'arnaque se termine donc dans la tragédie. Personne n'a plus rien à gagner dans l'affaire et les sœurs n'ont toujours pas récupéré leur investissement.
elles vont réinvestir, si vous voulez, c'est-à-dire le marché central lui-même va réinvestir en empruntant pour développer le supercentre commercial, et c'est ce qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est la seule façon dont les sœurs pourront éventuellement revoir la couleur de leur argent, peut-être dans une dizaine d'années, quand le marché se sera développé à son maximum de capacité. Elles vendront et retrouveront sans doute leur mise de départ. Et je serais curieux de savoir aujourd'hui, très curieux, je ne sais pas si je le saurai un jour, mais quelle est la valeur exacte du marché au moment où on se parle et quelle sera la valeur exacte du marché au moment où les sœurs le vendront, ou est-ce qu'elles le conserveront encore combien de temps? Parce que je pense que l'entreprise, si elle n'est pas rentable en ce moment, elle le sera dans peu de temps. Les sœurs ont vécu ça avec difficulté. Et malgré tout, avec, je dirais, avec solidarité puis espérance, les sœurs ont décidé qu'ils ne baissaient pas les bras. Et c'est bon de voir qu'une communauté religieuse, finalement, met à la raison des filous de la sorte. Et c'est peut-être une leçon, en fait, que la société peut prendre. Une grande partie du voyage est faite et c'est pas fini encore. On verra plus tard, on est encore loin de notre objectif, mais on continue à travailler. C'est le but de notre implication dans le dossier. Ça a été, pour moi, un dossier vraiment passionnant parce que les acteurs étaient tellement différents. Ça a été un abus de confiance, beaucoup d'argent perdu, mais des liens de confiance brisés aussi. Alors, ça a été pour moi une histoire humaine en même temps. Dans une cause comme celle-là, il y a un enjeu public, il y a un enjeu de relations publiques, je dirais. C'est très important. Les juges sont aussi des personnes influençables, très important. De voir comment on peut intervenir pour changer la perception que le public en général a d'une cause. Alors, présenter les sœurs au départ comme de méchantes capitalistes qui essayaient en secret de faire de l'argent, et qui s'étaient tant pis pour elles, bien fait prendre à leur jeu, ça faisait partie de la stratégie de Bisaillon, bien sûr, c'était clair. On remarque dans cette affaire, entre autres choses, comment on peut parfois utiliser le système de justice civile comme une arme pour attaquer l'adversaire. Jean-Pierre Quentin a poursuivi les sœurs pour atteinte à sa réputation. Il a poursuivi leur avocat, peut-être trop efficace à son goût. Il a également poursuivi le journaliste Bill Marsden de la Gazette, qui avait enquêté sur l'affaire. Il a même poursuivi les policiers de la GRC. Toutes ces poursuites ont échoué, elles ont été abandonnées. Mais il a fallu du temps et de l'argent pour s'en défendre. Au bout du compte, Bisaillon, Quentin, Schmutt ont payé le prix de différentes façons pour cette fraude. Quant à ceux qui les ont aidés, jusqu'ici, ils n'ont pas eu à rendre de compte. qui avait cours à ce ministère. Alors, Daniel Lheureux, ce serait bien peut-être de nous dire qui est ce M. Cutler. M. Cutler, c'est un fonctionnaire de rang intermédiaire, véritablement le type du fonctionnaire loyal, du fonctionnaire qui a le sens du service de l'État, du fonctionnaire modèle, qui était préoccupé par le respect des règles et qui travaillait au service des travaux publics au rayon de l'attribution des contrats de publicité en 1994, parce que déjà ça a commencé là, bien avant le programme des commandites, et qui constatait qu'on tournait les coins ronds. Et c'est à ce moment-là qu'il parle de Chuck Guité, qui était un de ses supérieurs, qui dit, moi je vais aller voir le ministre, il faut faire en sorte que les règles normales ne s'appliquent pas, parce que ça n'a pas de bon sens, on n'est pas capable de suivre toutes les règles. Et puis par la suite, il a continué à soulever
soulevé des questions sur des irrégularités qu'il voyait. Il avait l'impression qu'il y a des contrats qui étaient payés puis que pour du travail qui n'était pas effectué, des contrats qui étaient accordés inutilement pour donner une commission à telle agence. Il posait des questions et finalement, on lui a dit arrête de parler parce que ça va te coûter cher, va avoir un prix à payer. Je vous propose d'écouter un extrait de son témoignage. In April 1996, matters came to a head when I once again refused to sign an approval authority and contract. Mr. Perrin indicated that there would be a price to be paid for my refusal. Alors voilà, son supérieur lui a dit qu'il aurait un prix à payer pour son refus d'accorder les contrats. Il a fini par l'être tassé, il a fait un grief, mais ça a pris plusieurs années avant qu'il obtienne le gain de cause. Merci beaucoup, Daniel. Le procès de Robert Gillet en est à sa 4e journée. La jeune présumée victime de 17 ans a maintenant terminé son témoignage. Le jury a été renvoyé pour la journée au moins, histoire de débattre des requêtes entre avocats. Marie-Maude Denis, la jeune femme semblait avoir retrouvé tout son aplomb ce matin. Oui, tout à fait, Michael. Mais d'abord, je vous signale qu'il y a présentement un appel à la bombe au Palais de justice de Montréal qui a nécessité une évacuation partielle. On procède en ce moment à des vérifications et les artificiers de la police de Montréal viennent tout juste d'arriver sur les lieux. On refuse aux gens l'accès au palais pour l'instant. Donc, on vous reviendra dès qu'on aura plus de détails. Pour venir au procès de Robert Gillet, oui, elle a terminé son témoignage. Ça s'est passé de façon plus calme, plus posée ce matin. Au cours du témoignage, Jacques Larochelle lui a fait dire qu'elle avait reçu des conseils cette semaine de l'avocat Guy Bertrand, qui représente la fondation Scorpion, une fondation qui a pour but de venir en aide aux présumées victimes du réseau de prostitution juvénile et qui lui a notamment obtenu un rendez-vous chez un psychiatre mardi soir. Jacques Larochelle a insinué que Maître Guy Bertrand lui avait mis des mots dans la bouche, ce à quoi sa fille associée répond pas du tout. Et je vous invite à écouter un extrait. C'est secret professionnel, mais la mademoiselle l'a dit tout à fait, l'a bien résumé à l'intérieur. Nous sommes occupés uniquement de sa santé psychologique. Donc, c'est tout. Robert Gillet lui aurait prétendument infligé. Et combien de temps durera le débat hors jury, Marie-Maude? Au moins toute la journée, le juge a dit peut-être même jusqu'à lundi parce qu'il a dit qu'il avait des questions très épineuses à régler avec les avocats. Merci beaucoup, Marie-Maude. Je vous en prie. Robert Pickton, accusé des meurtres de 15 prostituées. Jusqu'où est-il allé dans l'horreur? On verra ça dans un instant. L'heure du midi à Radio-Canada Mauricie avec Nancy Sabourin. Bon midi, mesdames, messieurs. D'abord, il y a une opération de grand déménagement aujourd'hui à Notre-Dame de Montauban. La maison de la famille Denis, qui a été inondée à 4 reprises au mois de décembre dernier, est relocalisée ailleurs au village, à 1 kilomètre de la rivière Batiscan environ. Les Denis déménagent la maison de 30 tonnes qu'ils occupent depuis 25 ans. On parle d'un coût de déménagement évalué à 40 000 $ et il y a d'autres familles du village, dont les voisins des Denis, qui songent également à déménager leur maison après, bien sûr, l'épisode difficile des inondations à répétition qui sont survenues au village au mois de décembre. À Trois-Rivières, la commissaire scolaire Marie-Josée Tardif a commencé à mobiliser les gens du quartier Sainte-Cécile de Trois-Rivières pour éviter le scénario de fermeture de l'école Saint-Paul. La commission scolaire Chemin du Roi, je vous le rappelle, évoque cette possibilité de fermer l'école qui est fréquentée par environ 120 jeunes. Marie-Josée Tardif considère que la perte de cette institution serait un coup dur pour le quartier Sainte-Cécile de Trois-Rivières. La commission scolaire Chemin du Roi, elle, va amorcer le mois prochain une vaste consultation pour trouver des solutions à la baisse constante des élèves, 4 000 d'ici les prochaines années. Et à part Saint-Paul, le scénario de la commission scolaire fait état de la possibilité de fermer 2 autres écoles et 2 pavillons du territoire. En terminant, s'il faut en croire l'aspirant du Parti libéral du Canada dans Trois-Rivières, Jean-Éric Guindon, l'avocat Jean Boulet ne se présentera pas à l'investiture dans le comté. Il a fait cette précision ce matin alors qu'il lançait son site Internet, une démarche qu'il entreprend alors que la date de l'Assemblée d'investiture n'est même pas encore connue. Mais Jean-Éric Guindon dit qu'il est certain qu'il y aura une assemblée et il se dit prêt à affronter un éventuel candidat vedette. On en reparle à 17h57. Entre-temps, bonne journée. Cette pause manchette vous est présentée par Lee Girardeau, votre agent de confiance en immobilier.
Le point sur notre alimentation sert au téléjournal Le Point ce soir 22h à Radio-Canada. Sa mission humanitaire et son milliard de dollars pour lutter contre la pauvreté et la maladie. André Chagnon, un homme et son milliard à Zone Libre, vendredi 21h à Radio-Canada. On revient sur l'affaire Robert Pickton. Vous savez, c'est cet homme accusé de meurtre, du meurtre de 15 prostituées de Vancouver. Eh bien, il pourrait être allé encore beaucoup plus loin dans l'horreur. Les autorités craignent que des restes humains aient été camouflés dans de la viande de porc transformée à sa ferme. Comme si les recherches dans le dossier des femmes disparues n'étaient pas assez sordides, voilà qu'on apprend que des restes des prostituées disparues sur la ferme de Robert Pickton auraient pu être mélangés à de la viande de porc pour consommation humaine. C'est la terrible possibilité qu'a laissé planer le directeur de la santé publique de la province, le docteur Perry Kendall. Cross-contamination could mean that human remains did get into or contaminate some of the pork meat that was produced. C'est que pendant plus de 20 ans, la ferme Pickton a produit du porc qui a été traité pour consommation humaine à une usine de Vancouver. On sait aussi qu'au début de l'enquête sur les femmes disparues, les policiers ont effectué une perquisition à une usine de transformation du porc de la région de Vancouver. Lorsqu'on sait d'autre part que 2 ans de recherche sur la ferme de Robert Pickton n'ont permis de retrouver que des débris d'ADN des femmes disparues, on ne peut que prêter une certaine importance à cette déclaration du Dr Kendall. D'autant plus que la GRC a cru bon organiser en catastrophe en fin de journée un point de presse au cours duquel on reconnaît qu'il a pu y avoir contamination de viande de porc par de l'ADN humain dans le dossier Pickton. Because of that, it is possible that some of the meat produced at the farm may have been exposed to disease and other contaminants as well as to human DNA. La GRC demande donc à tous les clients de la ferme Pickton qui auraient de la viande de porc achetée avant 2002 de se rapporter aux autorités policières. Jacques Rivard, Radio-Canada, Vancouver. Santé publique maintenant. La Ville de Montréal va bannir l'usage des pesticides pour l'entretien des pelouses. C'est une mesure que réclamaient depuis longtemps autant les professionnels de la santé que les écologistes. Catherine Lafrance, la Ville a rendu public le règlement qu'elle entend faire adopter. Donc, vous en avez pris connaissance. Oui, et ce règlement, Michael, je peux vous dire qu'il est sévère. Vous l'avez dit, la Ville bannit, et je vous dirais presque complètement l'usage des pesticides sur tout le territoire, sur toute l'île, presque parce qu'il y a quand même quelques exceptions. Par exemple, ce sera permis sur des terrains de golf où ce sera permis l'utilisation des pesticides pour contrôler la vermine. Mais encore, dans ces cas-là, dans ces cas spécifiques, il faudra quand même demander un permis. Ce sera un permis temporaire. Alors, vous voyez que c'est quand même réglementé sévèrement. On ne pourra plus, donc, utiliser les pesticides sur la pelouse des résidences. Ça, il faut oublier ça. On devra utiliser des biopesticides. Et on a aussi identifié ce qu'on appelle des zones sensibles. Ça veut dire que dans ces zones, bien là, il n'y aura aucune exception. On ne pourra en aucun cas utiliser des pesticides. Ces zones, ce sont, par exemple, près des établissements scolaires, près des aires de jeu fréquentées par les enfants de moins de 14 ans, là où il y a des parcs municipaux, là où il y a des terrains où on pratique des sports, par exemple. C'est un règlement qui va entrer en vigueur graduellement cette année et l'année prochaine, selon les arrondissements de la Ville de Montréal. Et ce qu'on dit à la Ville, c'est que Montréal fait maintenant figure de pionnier dans ce domaine. À Montréal, nous, on tient à cœur cette question de santé des citoyennes, mais aussi de démontrer un exemple aux autres villes au niveau du Canada et en Amérique du Nord. Et puis je pense que dans ce contexte, je pense, et je dis ça avec toute réserve, qu'on est assez avant-gardiste dans les endroits, dans les champs d'application qu'on avait faits. À noter, Michael, il y aura des amendes en cas d'infraction jusqu'à 1 000 $ pour une première infraction et 2 000 $ si l'infraction se reproduit. Ah oui, je note. N'est-ce pas? On va à la Bourse de Toronto maintenant, retrouver Gérald Philippe. Fabricant de salles de bain, de produits de salles de bain Max de Sainte-Marie qui passe à des intérêts ontariens et américains. Le plus gros acheteur, c'est la Caisse de retraite de l'Ontario des employés municipaux, une vente de 640 millions de dollars incluant la dette. C'est une entreprise qui avait été fondée en 1969 par Placide Poulain à Sainte-Marie. Et là, autre nouvelle, il y a Nortel qui fait chuter les marchés, Gérald.
Nortel qui perd 18 cents, qui perdait plus de 1 $ un peu plus tôt aujourd'hui, puisque l'entreprise pourrait se retrouver en défaut de paiement éventuellement dans les prochaines semaines. Ça faisait baisser les marchés, je vous dirais, de façon importante, d'autant plus qu'il y a ces attentats à Madrid aujourd'hui qui ont fait reculer à peu près tous les marchés internationaux. Mais comme vous le voyez, le TSX perd 40 présentement, le Dow Jones et le Nasdaq réussissent à gagner des points et le dollar canadien est stable à 75,64 cents américains. Merci beaucoup, Gérald. Et puisque Gérald parle des attentats en Espagne, revenons un peu sur la scène internationale. Le nouveau Premier ministre d'Haïti, Gérard Latortue, est rentré dans son pays en provenance de la Floride où il vivait ces derniers temps. Gérald Latortue a appelé à la formation d'un gouvernement d'unité nationale, ce qui devrait être fait d'ici la fin de la semaine. Ses priorités sont la sécurité, la justice, la décentralisation et l'organisation d'élections. Il prévoit qu'il faudra peut-être que 2 années s'écoulent avant que de pouvoir en organiser des élections. L'ancien diplomate aux Nations Unies est prêt à offrir de l'argent aux groupes qui accepteront de déposer les armes. En Grande-Bretagne, maintenant, la police a relâché les 4 Britanniques qui avaient été rapatriés de la base américaine de Guantanamo. Les autorités considèrent qu'ils ne sont pas dangereux. Un 5e Britannique avait été libéré dès son arrivée en sol anglais. Tous ont passé 2 ans au camp de Guantanamo. Les Américains les soupçonnaient d'avoir des liens avec les talibans en Afghanistan. Aucune accusation n'a jamais été portée contre eux. 4 autres Britanniques sont toujours détenus là-bas. C'est la première Montréalaise de Jamil hier soir. C'était hier soir la première Montréalaise de Jamil au medley. Et on va en reparler après la pause. Et les fesses qui bombent. Mais les choux à la crème. Les choux à la crème. Pitié pour les femmes. On ne sait jamais ce que me réserve aujourd'hui. On retourne à Marie-Luc Denis qui est au palais de justice au moment où on vous parlait il y a quelques minutes, Marie-Luc, du événement à la bombe, du nouveau loti. Merci beaucoup. Bien connu dans le milieu artistique, mais peu du grand public, Jamil a décidé de monter sur scène avec ses chansons. Un an après la sortie de son autre album au Québec, Claude Deschamps a assisté à sa première montréalaise, mardi. Moi, ce que j'aime dans mon travail, c'est de permettre aux générations de se découvrir les unes les autres à travers mes entrevues. Le Nouvelliste, leader de l'information régionale.